Alors, la santé, est-ce que c'est un service public ou bien un produit comme un autre? C'est une question qui peut fâcher, hein. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer une analyse qui explore justement ça, un modèle de médecine qui repose entièrement sur le libre marché. L'article source de notre analyse du jour s'intitule « La médecine libre existe et ça marche ». Le titre dit tout en fait. L'idée, ce n'est pas juste de dire que c'est une option, non, c'est d'affirmer que c'est carrément supérieur au système géré par l'État. Et pour le prouver, l'auteur nous emmène dans un endroit, disons, assez inattendu. Et voilà, on y est, l'Oklahoma. L'argument central de l'article, il tient à ça, une expérience bien réelle, le Surgery Center of Oklahoma. Faut s'imaginer, on est en 1997. Un anesthésiste, le Dr. J. Keith Smith, lance ce projet. Et ce centre, ce n'est pas juste une clinique, hein. Il est présenté comme la preuve vivante qu'une théorie économique assez radicale peut fonctionner. Et là, la citation est assez parlante, non? Un succès total qui ne désemplit pas. On sent bien la stratégie de l'auteur. Il ne s'agit pas juste de dire « Regardez, cette entreprise marche bien ». Non, le propos est beaucoup plus fort. Ce centre est présenté comme la preuve, la démonstration éclatante que le marché libre fait mieux, beaucoup mieux, que ce que l'article appelle l'usine à gaz de l'État. Alors comment ça marche concrètement? Eh bien le modèle est presque trop simple pour être vrai. En gros, pas d'assurance, pas de Medicare, rien de tout ça. Tout est payé directement. Et le plus fou, c'est que tous les prix sont affichés sur leur site web. Totalement transparent. C'est une approche tellement différente qu'elle attire des gens de tous les États-Unis et même du Canada. Ok, mais alors pourquoi? Pourquoi se lancer dans un truc aussi radical? Qu'est-ce qui a bien pu pousser ce médecin à créer son propre système? Pour comprendre ça, l'article nous propose un petit retour en arrière pour voir ce qui clochait, selon lui, dans le système de santé américain. Voilà un peu la chronologie des événements tels que présentés dans l'article. D'abord, en 1946, une construction massive d'hôpitaux, pas toujours là où il fallait. Ensuite, en 1965, l'arrivée de Medicare, un peu l'équivalent de notre Sécu. Et puis, début des années 90, patatras, le système est officiellement en déficit. Pour l'auteur, c'est ce cocktail, un système jugé trop gros, inefficace et lourd administrativement, qui a créé le terreau parfait pour que des gens comme le Dr Smith se disent « Stop, on fait autrement ». Du coup, si on résume ses motivations, on voit bien qu'il y avait deux choses. D'abord, le portefeuille, tout simplement. Ses propres honoraires chutaient à cause de Medicare. Et puis, il y avait ce sentiment d'être complètement étouffé par la paperasse, le contrôle, un désir profond de retrouver sa liberté de médecin, de ne plus traiter les gens comme des dossiers, mais comme des individus. Bon, l'auteur de l'article, on le sent, il est vraiment emballé par ce modèle de l'Oklahoma. C'est son exemple parfait. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il se pose une question essentielle. Est-ce que ce genre de révolution serait même imaginable en France? Et là, la réponse n'est pas si évidente. Et voilà le cœur du problème selon l'analyse. C'est une question de loi en fait. Aux États-Unis, il est apparemment possible de créer un modèle privé qui fonctionne complètement en dehors du système de l'État. C'est une voie parallèle. En France, ce serait juste impossible. Même un médecin non conventionné doit suivre le code de la sécurité sociale. Tenter de s'en écarter, c'est risquer de ne plus pouvoir exercer du tout. Mais attention, l'auteur ne s'arrête pas là. Pour lui, même le modèle de l'Oklahoma, aussi bien soit-il, ne va pas assez loin. Il estime qu'il reste encore deux obstacles majeurs à ce qu'il appelle une véritable liberté médicale. Et là, on entre dans des propositions encore plus, disons, radicales. Premièrement, la liberté pour un médecin de ne pas être obligé de s'inscrire au Conseil de l'ordre. Et deuxièmement, la libéralisation totale du marché du médicament. C'est-à-dire, par exemple, pouvoir acheter des antibiotiques sans ordonnance. On voit bien qu'ici, l'auteur dépasse l'exemple du Dr Smith pour présenter sa propre vision d'une liberté absolue. Et pour appuyer cette idée de libéraliser les médicaments, l'auteur prend un exemple concret, l'Espagne. Là-bas, apparemment, on peut acheter de l'amoxicilline sans ordonnance, et selon l'article, ça ne crée pas d'abus généralisé. C'est l'argument clé pour dire « Vous voyez, ça peut marcher ». Bon, on a vu pas mal de choses. Alors, si on devait résumer tout ça, synthétiser l'argumentaire de l'auteur, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment retenir de cette défense du libre marché appliquée à la médecine? En fait, l'argumentaire se construit en 3 étapes très claires. D'abord, on pose le problème. Les systèmes de santé gérés par l'État sont décrits comme lourds et inefficaces. Ensuite, on présente la solution, cette clinique privée en Oklahoma, montrée comme un succès éclatant. Et enfin, on arrive à la limite, la conclusion un peu amère pour l'auteur, ce modèle n'est pas transposable chez nous, en France, à cause d'un cadre réglementaire jugé trop strict. Au final, l'article défend sa thèse avec force, en s'appuyant sur un cas concret. Et il nous laisse avec cette question, la même qu'au début, mais peut-être avec un éclairage nouveau. Le libre marché peut-il vraiment être le remède pour le système de santé? La question reste ouverte.